La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère, l'invité aujourd'hui, François Breton, pour parler des esprits de la nature. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. François Breton, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, on peut vous retrouver sur holosynergie.com. On en reparlera tout à l'heure en fin d'émission. Qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser aux esprits de la nature? Quel a été votre parcours? Alors, c'est une question qui est relativement vaste. Qui est vaste parce que, comme je pense de toute histoire de vie, je pense que les choses ne sont pas simplement à cause d'un seul facteur. Il y a eu beaucoup de facteurs qui m'ont amené un petit peu là. Je pense que depuis très jeune, j'ai toujours été attiré par la nature, en général, par les choses, le développement de la perception, quelque chose, du moins l'envie d'autre chose que ce qui était, on va dire, la vision ou la perception quotidienne de mes parents, de ma famille et de ce que je pouvais entrevoir. Et déjà très jeune, je me souviens, à l'âge de 13-14 ans, je m'intéressais déjà à des choses un petit peu à l'ésotérisme et j'ai commencé à faire des travaux initiatiques à l'âge de 19 ans où j'ai vraiment commencé à méditer beaucoup, on va dire, puisque j'ai médité, je ne sais pas, en ordre d'idée, c'est à peu près à 4-5 heures par jour. Ah, quand même. Oui, voilà, pendant plus de 12 ans avant ensuite de partir sur d'autres types de méditation un petit peu différentes. Et à l'âge de 17 ans aussi, j'ai vécu pendant 1 an et demi dans une grotte aussi avec un ermite dans le sud de la France. Très très proche de la nature, et voilà, il y a eu de nombreuses choses et même d'autres choses qui sont passées avant, mais je dis c'est vraiment un sujet qui est très vaste, mais on va dire c'est une aspiration à connaître la vie, tout simplement. Mais vous avez vécu des expériences particulières, non? Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Des expériences, oui, je crois que j'en ai vécu beaucoup. Peut-être qu'à une certaine époque, j'ai pas mis le doigt dessus en tant qu'expérience, mais je pense que j'ai toujours eu quelque part une sensibilité particulière pour les choses, pour les mondes de l'invisible. J'ai toujours été passionné par ça, mais je crois parce qu'il y a une personne qui me posait la question la dernière fois, et à force qu'on me pose la question, je me suis demandé vraiment, c'est comme si j'avais un pan de ma mémoire quand j'étais enfant qui a disparu sur mes capacités, sur ma vision un petit peu des mondes invisibles. Et j'ai essayé vraiment de me rebrancher en fait un petit peu là-dessus. Il y a des petits pans qui sont remontés, on va dire, ces derniers jours. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais quand même des perceptions et des expériences qui m'arrivaient la nuit, qui m'arrivaient la journée sur des choses que je percevais. Mais je n'avais pas du tout mis ça, on va dire, vraiment dans le domaine des expériences un peu extraordinaires que je pouvais vivre. Pour moi, c'était quelque chose que je devais... qui était un prolongement naturel de ce que j'étais, et c'est par la suite que j'ai vraiment mis en œuvre ça par une recherche plus profonde, et les synchronicités de la vie ont incarné après des rencontres qui m'ont permis de travailler dessus et vraiment de là commencer à vivre des vraies expériences de décorporation, de clairvoyance un petit peu par la suite. Vous nous disiez à l'instant que vous avez vécu une expérience avec un ermite dans le sud de la France. Vous pourriez nous expliquer? C'est vraiment une vieille histoire. Ouais. C'est vraiment une vieille histoire. Une histoire sur laquelle, en fait, je reviens pas trop, en fait, ou très rarement, ou j'en parle très peu, parce que ça a été un petit peu aussi, on va dire, à cette époque, il s'est passé vraiment, vraiment beaucoup de choses. On va dire que je suis parti très jeune de chez moi, assez jeune, parce que j'avais peut-être des difficultés au niveau de mon adaptation, on va dire, au niveau scolaire et autres, bien que j'étais en fait un enfant un peu précoce, on va dire, j'étais vraiment très bon à l'école, mais il s'est passé des choses qui ont fait que le système scolaire m'a vraiment, je vais dire dégoûté parce que j'ai eu des problèmes de racisme, il y a vraiment des injustices qui se sont incarnées, on va dire, à l'école, et à un moment je me suis dit c'est pas possible, quoi, c'est pas ça que je veux, quoi, ça peut pas être ça le monde à laquelle j'aspire. Il y a vraiment autre chose, il y a des gens qui sont heureux, il y a la nature, il y a la forêt, il y a des tribus, il y a des choses, j'avais tendance à beaucoup rêver aussi quand j'étais enfant, et je me suis dit moi je veux pas de ça, c'est pas ça, c'est pas là que je dois grandir. Et de ce fait j'ai pris la route, en fait je suis parti un petit peu voyager de ce fait très jeune, et j'ai rencontré des personnes qui vivaient en communauté dans la forêt, on va dire à l'époque dans les Pyrénées orientales, et il y avait un ermite
qui vivait lui tout seul avec sa femme, vraiment dans la forêt, enfin vraiment loin, c'était du côté pas très loin de Perpignan, et c'était une grotte en fait qui était à peu près à je ne sais pas combien de temps, mais presque un jour, une bonne journée de route en marchant bien, des premiers sentiers, on va dire, dans lesquels une voiture pouvait passer. Donc c'était un peu isolé, il y avait des sources d'eau chaude pas très loin, avec une petite rivière, et il vivait dans une grotte en fait là. Et voilà, il m'avait accepté, on va dire, pour pouvoir vivre avec lui quelque temps, parce que j'avais vraiment été, à l'époque, je voulais partir en Inde, déjà très jeune, et la vie a incarné justement cette rencontre qui m'a en définitive permis de ne pas m'aventurer en Inde trop tôt, de pouvoir vivre vraiment une expérience assez forte, on va dire, à ses côtés. C'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu, qui était très croyant, qui avait la foi, qui était beaucoup plus d'une origine musulmane, avec une foi qui était, on va dire, qu'il était beaucoup plus soufi qu'une religion musulmane, on va dire, plus classique, avec des exercices initiatiques et des choses comme ça. Et auprès de lui, j'ai commencé vraiment à vivre des expériences particulières, dans le sens où, par exemple, je l'entendais, il parlait pas, il n'y avait aucun son qui sortait de sa voix, et il parlait comme ça. On se levait très très tôt, il y avait vraiment une discipline particulière, parce qu'on se levait sur les coups de 4h30 du matin, il faisait la prière et il me demandait d'être présent, qu'on puisse parler, discuter, faire le feu, il m'apprenait un petit peu ce qui était sacré, ce qui l'était moins, ce qui était important. Il avait un petit côté un peu sectaire, un petit peu rigide. Rigoureux, on va dire. Très rigoureux, bon à l'époque quand même, j'étais sûrement que je devais apprendre un petit peu, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi d'apprendre ça. Et peut-être que je me suis rendu compte, et c'est ça qui a été assez extraordinaire, je me suis rendu compte que, parce qu'on vivait en autarcie quand même, du moins un gros pourcentage, on va dire, des outils, des besoins qu'on avait étaient vraiment très réduits, et on avait besoin de bougies, de riz, de choses comme ça, mais autrement on cultivait, on construisait les choses à la main, enfin voilà. Et je me suis rendu compte à quel point on avait besoin des autres, et à quel point vraiment le progrès, le confort était quelque chose d'important, quoi. Parce que c'est vrai qu'après avoir vécu comme ça l'hiver, pieds nus dans la forêt, avoir construit moi-même mon habitat, et devoir me nourrir aussi un petit peu avec la connaissance que j'avais, et avec le peu d'argent que j'avais, dans lequel je descendais au marché aussi pour vivre un petit peu, ramener des légumes et les premiers besoins, parce que cet homme-là était pas tout jeune, donc c'est pas lui il pouvait absolument pas se déplacer. Je me suis rendu compte en fait véritablement de l'avantage un petit peu de vivre avec les autres et de ce qu'on avait créé, chose que je rejetais en fait très très jeune. J'étais vraiment contre le progrès, un petit peu contre la société, et ça m'a vraiment ouvert des portes comme ça quand j'étais mineur. Alors justement, quand on vit comme ça, en retrait de la société, en ermite, est-ce qu'au fil du temps, on ne développe pas des possibilités, des sensibilités différentes ? Je pense que tout dépend, on va dire, de notre intention et pourquoi on le fait. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont vécu en ermite, j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi qui vivent dans des communautés, et ça dépend vraiment en fait de notre sensibilité, de notre chemin aussi intérieur, de nos questionnements personnels et individuels. Et voilà, moi ayant cette affinité, on va dire, avec une recherche plus profonde de qui je suis, allant vers des initiations comme ça, au contact de personnes comme ça, et j'avais au plus profond de moi, en fait, de mon cœur, l'envie de me découvrir. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des personnes, c'est pas forcément ça, c'est vraiment des personnes, il y en a qui sont vraiment rebelles et qui vont même se déstructurer quelque part en partant comme ça, tout seul, loin de la vie, loin du monde. Oui, il faut peut-être mesurer un peu justement ses besoins, je veux dire, pas partir comme ça à l'aventure. Pour certains, voilà. Je parle pour certains. Oui, voilà, après c'est vraiment une question personnelle. Je veux dire, je pense que la vie vraiment amène chacun là où il doit être, et notre âme nous guide vraiment bien, encore plus si on est à l'écoute de notre cœur et de ce à quoi on aspire. Il faut peut-être un juste milieu aussi. Tout à fait. Après, bon, ça n'empêche pas qu'il y a des excès qui ont été faits même de mon côté, ou des choses, il y a eu des envies de pousser les limites, parce que j'ai essayé d'essayer de pousser les limites et voir jusqu'à où j'étais capable d'aller, qu'est-ce que j'étais capable de supporter aussi. Et puis sûrement l'envie d'une reconnaissance aussi intérieure, de savoir que j'étais capable de le faire. Je pense que quand on est jeune comme ça, on cherche à savoir ce que l'on vaut, qui l'on est en fait, tout simplement. Est-ce que quand on rêve comme ça de choses où on imagine des gens qui voyagent, qui vont dans l'Himalaya, qui vivent pieds nus dans la montagne, et on rêve comme ça, on imagine des choses, mais en fait, est-ce que je serais vraiment capable en fait de vivre ça ?
On dit descendre en soi-même, se retrouver. Alors ça peut être par la solitude, par la méditation. Comment faire pour se retrouver, pour retrouver qui nous sommes? Est-ce que ça passe par une prise de conscience? Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose à un moment donné qui fait que les choses s'ouvrent ou changent? Je ne sais pas. Là, en fait, je répondrais que je pense que c'est différent pour chaque personne. Je pense que la vie choisit pour chaque personne la conséquence, du moins la cause qui va permettre ce déclic. Justement, certaines personnes, ça va être un accident. D'autres personnes, ça va être des remises en question profondes suite à des perturbations intérieures, à une oppression, on va dire, du monde extérieur, etc., etc. Je pense vraiment en fait que c'est totalement personnel par rapport à ça. Hein. D'accord. Et je pense que moi, ça a été une difficulté vraiment à m'adapter au monde sociétal tel qu'il est aujourd'hui, avec toutes ces règles. Et comme j'étais je suis quelqu'un qui est très autodidacte, et j'ai vraiment pris le taureau par les cornes et je me suis dit vraiment, je vis, la vie est vraiment courte, il y a quelque chose de profond qui brûle dans mon cœur, qui me demande d'apprendre à me connaître, qui me demande d'apprendre à vivre comme j'ai envie de vivre, parce que je sentais que c'était comme ça, en fait, véritablement, que je pouvais apprendre à me connaître. Et puis j'ai osé, ce qui n'a pas été facile, parce que je suis parti de chez mes parents, ça n'a pas été simple pour eux, j'ai laissé tomber l'école. Et ça, c'est aussi un choix qu'on ne mesure pas, on va dire, quand on a cet âge-là, mais qui fait ce que je suis, en fait, tout simplement. Hein. Alors certains disent, surtout dans cette émission, moi j'en reçois pas mal, certains disent se reconnecter avec la source. Et vous êtes d'accord avec ça ? Alors oui, se reconnecter avec la source, mais qu'est-ce que la source, hein? On ne sait pas ce que c'est que la source. Hein. Déjà, ce qu'on peut peut-être appeler la source, c'est déjà nous-mêmes. Et je pense que quand on dit se reconnecter avec la source, c'est se reconnecter avec nous-mêmes. Parce qu'en définitive, la source, c'est aussi les autres, c'est la nature, c'est aussi la société, c'est aussi tout ce qui est, tout est la source. On est tous interconnectés. Oui, tout à fait. Mais en même temps, je pense que même la connexion est quelque chose qui est personnel et individuel. Et moi, ma connexion, elle m'a poussé à retrouver la nature. Vous voyez ? Et je pense que d'autres personnes, elles n'ont pas forcément ce besoin, elles ont quelque chose qui est peut-être moins à la recherche de cette source primordiale, on va dire physique, qui va être la nature, mais vont être capables de trouver leur centre et leur connexion peut-être dans le monde avec des personnes, un groupe d'amis et des histoires, on va dire, qui se passent dans une ville, parce que s'il n'y avait que des personnes connectées, on va dire, dans la nature, ce serait embêtant. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées aussi en ville, et je pense que c'est pas simplement à la recherche et en retrouvant la nature qu'on se trouve soi-même. Je pense que c'est plus profond que ça. Mais on peut vivre par exemple en ville et puis avoir une discipline de vie qui permet de nous reconnecter aux vraies valeurs, aux réalités. Voilà, tout à fait, parce que toute la vie est ce qui est, et je pense qu'il n'y a pas de dissociation à faire. Simplement qu'il est vrai que proche de la nature, il y a une évidence, il y a des énergies qui parcourent l'éthérisme du monde vital, végétal, qui fait que il y a un repos, il y a un calme intérieur, un calme vital aussi qui est qui peut nous rendre plus sensibles et nous détendre aussi et nous permettre de voir des profondeurs que les turbulences de la ville et les perturbations, on va dire, urbaines ne permettent pas. Ça, c'est aussi une réalité qui est là. Alors, vous parliez d'expérience de décorporation il y a quelques instants. Vous pourriez nous expliquer ? Alors ça, alors ça, vous inquiétez pas, on a l'habitude ici, hein, on reçoit beaucoup de gens. Je pense bien. Ce que je suis en train d'essayer de trouver, c'est les mots pour pouvoir, du moins, expliquer les choses. Ce qu'on appelle la décorporation, alors après il y a plusieurs types de sorties de corps, il y a plusieurs types de décorporation, puisqu'on a plusieurs corps. Oui. Hein. Donc il y a un vocabulaire là-dessus qui est généralisé, qui n'est pas forcément toujours le mien. Et c'est pour ça que même dans mes partages, dans mes vidéos, justement même sur mon site, Holosynergie, je partage comme ça beaucoup de vocabulaire et de choses pour amener, on va dire, avec parfois un vocabulaire commun, des réalités vibratoires qu'on n'a pas l'habitude, ou qu'on n'a pas l'habitude d'entendre même dans des livres comme ça qu'on voit. J'ai on va dire un vocabulaire un peu particulier par rapport à ça. Mais les décorporations, si vous voulez,
j'ai commencé à en vivre, en fait j'en vivais depuis très longtemps, parce que c'est des transferts de conscience quelque part, des parties astrales, des parties mentales et spirituelles quelque part des corps, parfois ensemble, parfois des combinaisons de tous ces corps-là, parfois des parties de ces corps-là, et pas dans toutes Enfin voilà, c'est un petit peu complexe, et je commençais à vivre ça de manière un petit peu inconsciente en fait la nuit, pendant plusieurs années, jusqu'à ce que ces décorporations, ces sorties de corps, quelque part, ont commencé à se faire de plus en plus conscientes pendant la sieste, et voire en méditation, où j'ai commencé à me rendre compte que depuis des années, en fait, je rencontrais des êtres, des présences, on va dire, de d'autres plans, qui en définitive m'enseignaient en fait des choses sur la conscience, sur les différents plans, sur les mondes invisibles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pris conscience, en fait, bien après, en fait, il y a longtemps, en fait, après que ça soit arrivé. D'accord. Et finalement, ça vous semblait naturel à ce moment-là? Et tout à fait, on va dire, du moins quand ça m'arrivait, on va dire la nuit, c'est totalement naturel, parce qu'on va dire, on se décorpore tous la nuit. Simplement, chacun ne prend pas forcément conscience, ne revient pas forcément avec la mémoire, parce que la conscience, on va dire, qui part avec vivre ses expériences, revient dans un champ de conscience qui est trop éloigné de la conscience ordinaire. Oui, trop étriqué, on va dire. Voilà, donc c'est tellement éloigné, si vous voulez, qu'on se souvient pas. Se souvient pas. C'est comme les niveaux de conscience qu'on avait quand on avait 5 ans. Il est difficile de voir comment on pensait quand on avait 5 ans, parce que c'est tellement éloigné aujourd'hui du champ et du rayonnement de notre conscience aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à se rappeler le type de réflexion qu'on avait, ou même nos schémas. Alors moi je m'en souviens par contre, je m'en souviens. Oui, je me souviens quand j'avais 5 ans et ce que je faisais quand j'avais même 4-5 ans. Mais ça c'est, comme vous disiez tout à l'heure, ça dépend de chaque personne. Tout à fait. Alors nous avons reçu plusieurs personnes, notamment Marc Auburn, Anne Givaudan et d'autres personnes qui voyagent dans l'astral, qui nous ont décrit des mondes magnifiques, qui nous disaient même que c'était beaucoup plus réel que ce que nous vivons ici dans le monde physique. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez vécu ce genre d'expérience? Oui. Alors ce que je voudrais rajouter peut-être à ça, en tout cas de manière complémentaire à ce qui a été dit, parce que chacun, on va dire vraiment... partage son expérience, c'est qu'en définitive, le monde physique tel qu'il est, tel que nous le percevons, on va dire, quand on touche un meuble, quand on touche une plante, est, on va dire, conditionné quelque part à notre propre perception sensitive, physique. Et la plupart du temps, on n'est pas très proche de notre corps physique. Le corps physique est relativement, je ne vais pas dire assez inconscient, assez grossier, mais relativement, on est beaucoup dans le mental. C'est-à-dire qu'il y a tellement de corps qui capitalisent notre conscience ordinaire dans le monde de tous les jours, que l'on est beaucoup plus, on est un petit peu dans le mental, on est un petit peu désorienté en fait. On ne capitalise pas véritablement sur les sensations, sur la réalité des phénomènes, on va dire, matériels qui nous entourent. On voit peu de choses quand on parle, on entend une voiture, on l'entend de loin, on entend quelqu'un parler, on est à moitié là, on est à moitié dans les pensées, on est à moitié un petit peu ailleurs, etc. Il y a une partie qui est presque anesthésiée, on va dire, de notre conscience quand on est, on va dire, vraiment dans notre corps, dans la conscience. C'est vrai. Et ce qui se passe, c'est que quand on commence à se décorporer, du moins on va faire une décorporation dans laquelle on va agglomérer avec nous des parties de notre corps vital, le corps de la vitalité, qui est un corps doué de sensations, c'est-à-dire de nos perceptions. Il n'y a absolument plus du tout le filtre du corps physique. Ce qui implique que dans la sortie, dans l'expérience, c'est toute la totalité de notre conscience vitale qui est complètement prise. Donc de ce fait, les couleurs sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus vives, les phénomènes qui nous traversent sont beaucoup plus... tangibles. Perturbants aussi, de par la densité vibratoire qui est vécue, et les sensations peuvent être extraordinaires et pénétrer. On a l'impression que ça pénètre toutes les cellules quand on touche quelque chose. Par exemple, on touche une barre de fer, on a l'impression de la sentir dans tout le corps. On a l'impression que ça pénètre, on va dire, la totalité, même où ça fait vibrer complètement tout le corps vital. Mais tout cela dépend toujours de notre expérience aussi de décorporation. Parce que plus on a l'habitude de se décorporer, plus on a l'habitude d'emmener avec nous des parties de plus en plus conscientes des autres corps subtils. Ce qui implique de ce fait une meilleure maîtrise et on va dire beaucoup plus de capacité, on va dire, à percevoir les choses.
Par exemple, la vue n'est pas du tout la même. On a une vue qui peut apparaître même presque de 260 degrés ou de 210 degrés. On a presque l'impression de voir à 360. On ne voit pas à 360, mais c'est presque une impression d'avoir conscience de tout ce qui nous entoure. Oui, justement, les personnes qui ont vécu des NDE, alors moi j'en reçois beaucoup ici à la radio. Nicole Doron, par exemple, je la cite souvent, mais parce qu'elle a des phrases bien précises, me disait qu'elle voyait de tous les côtés à la fois et à 360 degrés. Donc ça correspond finalement. Et voilà, c'est intéressant parce que, bon après, je vous cite mon expérience, parce que c'est compliqué je ne connais pas du tout les expériences des autres personnes. En définitive, j'en parle des fois parce que je forme des personnes aussi au contact avec les mondes de l'invisible et les esprits de la nature. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent, mais je me rends compte que beaucoup de gens sont différents parce que il y en a qui sont plus kinesthésiques, clairsentants, d'autres qui vont être beaucoup plus clairvoyants, d'autres clairaudients, d'autres clairgustatants, d'autres voilà, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses. Il y en a qui ressentent, qui sentent avec le nez, avec la clairolfaction. Et on est tous un petit peu différents en fait là-dessus. Et c'est vrai que quelqu'un qui est clairvoyant a souvent un gros capital de ses capacités, on va dire, à ce moment-là, au moment des dédoublements, qui sont prises par la vision. Alors que d'autres personnes vont être vraiment complètement dans la sensation et vont, grâce à la sensation, voir les choses. Alors qu'ils ne les voient pas avec les yeux. C'est grâce à la sensation et à la relation qu'ils ont avec les énergies vibratoires qui les touchent qu'ils arrivent à percevoir. Vous savez, un petit peu comme une chauve-souris qui envoie un radar et sensitivement, grâce à ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, il y a un paysage qui se dessine. Vous voyez ? Oui, oui. Et c'est vraiment, vraiment différent, c'est vraiment par rapport à chaque personne. Mais c'est vrai que notre vue, notre acuité visuelle n'est pas du tout pareille. Et selon le plan dans lequel nous nous trouvons, même la qualité, le pixel, si je pourrais dire comme ça, un petit peu de la vision subtile, n'est pas du tout la même. François Breton, on marque une pause. Dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère, toujours en compagnie de François Breton pour parler des esprits de la nature. Comment les définissez-vous, ces esprits de la nature ? Alors les esprits de la nature, c'est généralement un mot qui est... Alors c'est intéressant parce qu'on dit souvent les esprits de la nature. Et il y a beaucoup de personnes qui vont imaginer que les esprits de la nature sont... voilà, peut-être des êtres de contes, de légendes, du moins qui ont été contés un petit peu ou racontés comme ça, qui sont un petit peu extérieurs à nous, qui vivent dans certains endroits, peut-être qui sortent on va dire à des heures particulières, dans des forêts ou dans des choses comme ça. Voilà. On a tendance un petit peu à donner une vision, on va dire très simpliste, très infantile, qui font rêver un petit peu les petits enfants. Simplement, faut réaliser qu'on va dire ce qu'on appelle les esprits de la nature. Ce sont les consciences intelligentes, on va dire dynamiques et actives, qui conditionnent, on va dire, le monde du vivant en général. Ce qui implique que les esprits de la nature, tout ce que l'on voit, les plantes, les arbres, voilà, les végétaux, tous les règnes, la constitution même et le maintien même de notre corps physique et de tout ce que l'on peut percevoir dans le vivant est le travail des esprits de la nature. Ce qui implique que même un petit géranium ou un petit brin d'herbe dans une ville à Paris, malgré tout est soutenu, on va dire, par la conscience et manifesté par la conscience des esprits de la nature. Ce qui veut dire que nous vivons quelque part complètement dans la conscience des esprits de la nature. Donc ils ne sont pas du tout extérieurs à nous, ce ne sont pas du tout des êtres et des consciences qui sont, on va dire, perdus dans les bois et qu'on peut percevoir si on a un petit peu de chance. Alors quels sont leurs véritables rôles ? Alors leur rôle, on pourrait dire, en tout cas d'un certain point de vue, parce qu'il y a de nombreux rôles, mais le rôle primordial est de soutenir le vivant, tout simplement, de faire que la manifestation, on va dire, globale de la vie dans son ensemble, de tous les règnes, de tous les plans, soit soutenue par des consciences intelligentes qui ordonnent quelque part et qui manifestent une cohérence et un maintien, on va dire, de toutes ces énergies-là. Donc ça veut dire que
je vais prendre un petit exemple, on va dire au niveau du plan physique, le fait que notre cœur y bat, le fait que notre sang circule, et ben que cette dynamique existe, c'est le rôle des esprits de la nature. Vous voyez, quand nous sommes en train de penser tous les deux, nous pensons et nous échangeons, nous avons des pensées qui nous traversent, bien sûr. Nous avons des sentiments d'être, voilà, ou des émotions. Oui. Pour que ces émotions puissent naître, la qualité et même la fréquence, on va dire, des émotions qui nous traversent et de la qualité même de nos pensées vivent dans le plan de la conscience des esprits de la nature. Hein. Et c'est pas par hasard, si vous voulez, on parle beaucoup en astrologie de la conscience et de certaines forces qui ont conditionné la naissance de nos corps subtils. Vous voyez, quand on parle comme ça que quelqu'un va naître en tant que, par exemple, Sagittaire, que va naître en tant que Bélier, Balance ou autre comme ça. On va dire c'est un petit peu comme ça. Si on on prend les esprits de la nature, on va dire dans un sens beaucoup plus global, beaucoup plus haut, sans en venir pour l'instant aux petites fonctions, aux petits êtres qu'on pourrait appeler les elfes, les trolls, choses comme ça, et on le prend dans un aspect beaucoup plus global. On va dire que nous sommes des organismes doués d'une conscience. Et on va dire que toutes les consciences, même la planète Terre a une conscience, la Lune aussi a une conscience, et toutes les planètes ont une conscience. Vous voyez ? Et cette conscience, toutes ces consciences, ces forces-là qui gravitent, on va dire, un petit peu autour de la Terre et avec la Terre, un petit peu autour du Soleil, sont douées d'une qualité, on va dire, d'une qualité conscientielle et intelligente qui vit sur plusieurs plans. Et principalement, ce qui a pu comprendre, on va dire, d'un certain point de vue, l'astrologie, on va dire même dans toutes les traditions du monde entier, c'est que quand un être, une personne, un organisme, même que ce soit un animal ou un homme naît, c'est-à-dire qu'il s'incarne, il va s'incarner à un moment donné. Vous voyez, c'est comme une sorte de paysage vibratoire, un paysage astrologique, un paysage dans lequel la personne va naître à une saison particulière, va naître à une heure d'une journée particulière, etc. Et au moment où cette conscience va s'incarner, elle va revêtir, on va dire, certains corps. Un corps effectivement physique, un corps astral, un corps mental. Et quand il va naître, et cette personne va naître, elle va arriver dans une carte vibratoire, une carte et un paysage bien précis, qui a été effectivement... d'un certain point de vue compris, on va dire, par tous les astrologues de toutes les traditions de tous les temps, dont ils avaient énuméré, on va dire, les différentes forces qui se croisaient, celles qui se calmaient à une certaine période, celles qui venaient à une autre période, qui avaient des qualités de calme, d'autres qui avaient des qualités intelligentes, d'autres de certaines puissances, on va dire, spirituelles, etc., etc. Regardez, on va le prendre dans ce sens-là, tout en continuant un petit peu la cohérence de ce que je dis, c'est juste pour comprendre. Quand on est, on va dire, physiquement, on prend un corps physique. Ce corps physique va naître, on va dire, avec les conditions forcément du pays, des personnes dans lesquelles il est né, le pays, la culture, mais aussi avec les qualités physiques des parents, génétiques. Il a pris effectivement aussi la couleur de peau du pays dans lequel il est né, avec tout ce qu'il y a, les problèmes transgénérationnels, génétiques et autres, à un certain moment, et même avec les problématiques effectivement des problèmes aussi politiques peut-être du moment, ou le stress qu'ont généré les parents à ce moment-là quand il a eu, enfin bon, il est né dans un paysage particulier physique. Et ben c'est un petit peu la même chose quand l'être et le corps vital va être le corps des émotions. Quand je dis le corps vital, le corps des émotions, le corps astral, et ben il va naître dans un paysage particulier. Cette fois-ci, c'est pas forcément, même s'il a imbibé, on va dire, de certaines qualités émotionnelles des parents, il naît aussi accompagné de certaines forces, des forces qui étaient présentes au moment où il est né, comme les parents étaient présents au moment où il est né. Il a revêtu quelque part les qualités des forces des parents, on va dire physiques, et ben il va revêtir les qualités, on va dire, des forces vitales et astrales qui étaient présentes au moment où il est né, c'est-à-dire au mois de mars, au mois de janvier, ou au mois de telle ou telle année, parce que les forces aussi changent d'année en année. Et ça va être la même chose au niveau du plan mental, donc des forces du plan mental et des forces du plan spirituel. Et ce n'est pas par hasard, on va dire, dans le chamanisme et dans les traditions anciennes, que les êtres avaient vraiment compris, on va dire, et étaient capables de, grâce au chemin de vie, grâce à la numérologie et l'astrologie, d'être capables de savoir, on va dire, une personne, quand elle naissait ou un enfant naissait, les principales forces qui l'accompagnaient, les choses qu'il avait à dépasser, les obstacles qu'il avait à dépasser. Parce que les obstacles que la personne individuellement a dépassé n'est pas forcément ces obstacles à lui, elles sont aussi les dysfonctionnements de la combinaison des forces des esprits de la nature qui se sont rencontrés au moment où la personne est née.
Parce qu'il faut réaliser que le travail que nous faisons individuellement n'est pas un travail, on va dire, égoïste et personnel, c'est un travail pour la création et pour le monde, en fait. Ouais. Le fait d'être une personne est vraiment une illusion, en fait. Nous œuvrons pour si je peux me permettre comme ça, pour la source, pour le divin, et en le divin. C'est ça quand je parlais de la source, finalement. Et c'est la conscience universelle, c'est le tout. Tout à fait, ouais. À des degrés supérieurs, bien entendu. Et certains prétendent avoir photographié des esprits de la nature. Bah oui, je pense qu'on voit qu'effectivement c'est possible. Après, là, c'est vraiment un domaine que je ne maîtrise absolument pas du tout, parce que c'est pas quelque chose qui fait partie de mon expérience. C'est vrai que j'ai souvent pris des photos, j'ai vu beaucoup de stagiaires aussi qui ont pris des photos. On en voit aussi beaucoup sur Internet avec un phénomène sur les orbes, sur beaucoup de choses où effectivement on sent derrière la photo, on sent des présences. Mais voilà, c'est difficile pour moi en fait de m'exprimer dessus parce que c'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise et je pense qu'effectivement il y a une rencontre au niveau de la technologie et des aspects vibratoires de la nature qu'on ne maîtrise pas et il se passe effectivement des choses et on se rend compte même que il y a beaucoup d'appareils aujourd'hui dont se servent même certains géobiologues, même russes, qui montrent très clairement des rencontres avec des êtres, des esprits ou des êtres du monde invisible et des présences comme ça qui modifient des fréquences d'ondes, des champs de torsion qu'on peut mesurer avec des appareils et qu'on peut même d'un certain point de vue photographier. Mais ça, c'est vraiment pas mon domaine, en fait. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des figurines, on voit des figurines imprimées sur des arbres, dans les pierres. Est-ce que finalement, ces esprits de la nature se serviraient pas vibratoirement des arbres pour faire un petit coucou, quoi, quelque part? Comme on sait que tout est information. Alors, d'un certain point de vue, oui, et d'un autre point de vue, je dirais que non. C'est un petit peu les deux, en fait. Dans le sens où il est évident qu'effectivement les esprits de la nature, les présences que l'on a pu voir, les forces peuvent prendre une forme en se servant du support de notre conscience. Ça, c'est une chose qui est évidente. Et en même temps, tout est conscience. Et c'est vrai que pour une personne, par exemple, qui regarde les nuages, le nuage peut prendre la forme d'une information ou dessiner un être, ou dessiner même une personne avec un chien ou chose comme ça, ou dessiner aussi, on va dire, une figurine qui est liée, on va dire, à une sorte de synchronicité pour la personne, mais qui est liée aussi à ce que sa conscience aujourd'hui vit, à ce qu'elle vibre, et lui être capable de la reconnaître, on va dire, quelque part dans les choses extérieures. C'est assez subtil. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes comme ça vont vivre des synchronicités où elles entendent le mot de quelqu'un, ou elles rencontrent une personne qui s'appelle je sais pas quoi, et puis après elles vont être derrière un camion où il y a ce nom-là, où il y a ce truc-là. Du coup, toutes les synchronicités vont s'ouvrir, alors que je pense que c'est quelque part une vigilance de l'attention, une porte qui s'ouvre et qui met en lumière certaines choses qui est vraiment présente dans la conscience de la personne et qu'elle s'autorise à voir et qu'elle accueille et que de ce fait, elle attire aussi à elle. Alors dans certaines régions, dans certains pays, on protège les esprits de la nature, on évite de construire une autoroute, on mesure le terrain. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ces actions pour protéger les esprits de la nature ? Je peux dire simplement que je trouve ça assez extraordinaire, que voilà, des personnes, en tout cas, elles a la conscience, du moins la conscience, beaucoup de personnes ont la conscience, mais que du moins au niveau politique, il y a une véritable action qui soit faite pour considérer un petit peu les choses. Ça, c'est extraordinaire, et bon, c'est vrai qu'on n'en est pas tout à fait là, nous, de notre côté, mais bon, c'est une expérience qui est un exemple dans les choses, parce que là, c'est pour les esprits de la nature, mais il y a de nombreuses choses, effectivement, que le gouvernement, les politiques et la conscience générale devraient orienter quand on fait des constructions, quand on met des antennes relais, quand on met des immeubles, même les uns sur les autres, etc., etc. Là, on considère et on parle des esprits de la nature par rapport aux choses, mais je pense que pour l'humain, c'est pareil, c'est un petit peu la même chose. Alors, on peut vous retrouver sur holosynergie.com. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Holosynergie et ce que l'on peut trouver sur ce site ? Donc, Holosynergie, c'est une approche que j'ai créée il y a quelques années. Une approche, on va dire, de communication et de collaboration donc avec les esprits de la nature et qui, on va dire, tend parce que bon, elle a de nombreuses applications, mais elle tend plus à harmoniser et à soigner la planète. C'est vraiment un travail pour apprendre à harmoniser les lieux, à les nettoyer, à les purifier, à rééquilibrer, vraiment dans la collaboration avec les esprits de la nature. Et donc, ça s'appelle Holosynergie, Holo, donc H-O-L-O,
ça signifie donc l'unité. Et synergie, la synergie, c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui ont justement, par justement la combinaison donc, de tous ces facteurs, la capacité de créer une force nouvelle. C'est comme si on prenait plusieurs plantes et ça créait une qualité qu'on ne retrouve dans aucune des plantes. Donc c'est holosynergie. Simplement là, dans le holosynergie, c'est la capacité quelque part à mettre en partenariat et en collaboration dans l'harmonisation d'un lieu, les personnes du lieu, leur aspiration, leur conscience, ainsi que tous les esprits de la nature et tous les êtres responsables des énergies cosmotelluriques du lieu, ainsi que tous les phénomènes que l'on peut voir et tout le travail sur les ondes de forme, le feng shui, etc. Bon, c'est quelque chose qui est assez vaste, mais qui offre, on va dire, une vision, pour ma part en tout cas, dans mon expérience, beaucoup plus intégrale que ce que j'ai pu retrouver dans d'autres approches, on va dire, d'harmonisation de l'habitat. Est-ce que vous donnez des conférences sur les esprits de la nature et sur d'autres sujets ? Oui, je donne des conférences un petit peu dans toute la France, pas tous les ans parce que je suis beaucoup pris par plein d'autres projets ainsi que des formations, mais je fais aussi des vidéos. Aujourd'hui il doit y avoir à peu près une soixantaine de vidéos donc sur holosynergie.com dans lequel effectivement je parle et ce sont juste des extraits de formation de 10-12 minutes, enfin voilà, entre une dizaine et une vingtaine de minutes dans lequel je partage des états de conscience, des conseils sur la méditation, sur l'introspection, sur les esprits de la nature. Voilà, il y a un petit peu de tout en fait. Il faut aller voir et regarder si ça parle. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez des projets ? Des projets ? Ben oui, j'ai plein de projets. J'ai plein de projets. Ouais, il y a des projets d'écriture. J'ai été contacté d'ailleurs par plusieurs éditeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas tout à fait le temps, on va dire, d'écrire, mais je commence à imaginer parce que je suis en train de beaucoup plus structurer, on va dire, les formations, parce que j'ai vraiment à cœur, on va dire, que les personnes que je forme soient très structurées, que la méthode soit très claire, on va dire, pour que les personnes puissent vraiment approcher, ou en tout cas vivre, on va dire, ces états-là et rentrer dans ce monde invisible avec vraiment des clés importantes, avec vraiment du discernement et de l'autonomie. Donc je travaille aujourd'hui beaucoup sur des projets d'images, de petits livres, on va dire, pour vraiment illustrer, on va dire, et j'essaye de structurer beaucoup plus les formations pour leurs participants. Mais j'ai ce projet d'écriture dans lequel je ferai effectivement un petit livre qui raconte un petit peu les expériences et un petit peu les esprits de la nature, qui y sont et qu'est-ce qu'ils veulent en fait véritablement, si on parle de « ils veulent » les choses, et puis par la suite peut-être un livre peut-être beaucoup plus initiatique pour parler un petit peu beaucoup plus d'une vision de l'univers, de la création, parce que je pense qu'on ne peut pas rencontrer véritablement les esprits de la nature si on ne se rencontre pas soi-même. Ah oui, sûrement. Oui. C'est quelque chose qui est vraiment important et on ne peut pas faire l'impasse d'un vrai développement personnel et spirituel intérieur si on veut rentrer dans ce monde-là avec un discernement et une véritable rencontre, on va dire, de cœur. C'est quelque chose qui, pour ma part, est illusoire si les personnes pensent comme ça, aller bidouiller et bricoler comme ça des petites choses dans ce truc-là sans rentrer dans le vif de leur propre cœur. Alors vous organisez des ateliers ? J'organise des formations, des cursus de formation qui sont à l'année, avec une formation donc, qui s'appelle Holosynergie, Esprit de la Nature. D'ailleurs, il s'appelle Esprit de la Nature au singulier. D'accord. Dans le sens où les gens se disent tiens, c'est les esprits de la nature, mais en fait j'ai vraiment pris soin en fait de ne pas mettre de S pour simplement symboliser que l'esprit de la nature, c'est la conscience, c'est la source, c'est le un, il est indivisible par nature, et que tout ce que l'on entend en tant qu'organisme, règne, animaux, végétal, esprit de la nature n'est qu'une subdivision manifestée d'une seule conscience, indivisible par nature. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? J'ai tellement de messages que j'aimerais donner ou que j'aimerais partager. Là, ce qui me vient quand on est en train de parler, c'est que je dirais osez faire ce à quoi vous aspirez. Osez écouter ce qui vibre vraiment dans votre cœur. Osez exprimer aussi aux gens proches de vous et aux personnes que vous côtoyez ce que vous êtes, ce que vous voulez être, et autorisez-vous à être ce que vous êtes, tout simplement. En tout cas, c'est le message qui me vient comme ça. Après, ensuite, si j'avais quelque chose à partager sur les esprits de la nature, c'est tout simplement, les esprits de la nature ne sont pas du tout aussi éloignés qu'on l'imagine. Ce sont pas ce sont pas des êtres et des consciences difficiles à entendre, à sentir.
et que cette collaboration, on va dire, est vraiment offerte à chacun. Et que même les formations, en tout cas que j'anime, ne demandent en définitive aucun prérequis, aucune conscience particulière, simplement l'aspiration à un monde meilleur et être prêt, on va dire, à venir avec un esprit ouvert. Donc toutes les informations, on peut les retrouver sur votre site internet. Voilà, tout à fait. François Breton, merci et bon courage pour la suite en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Fréquence Évasion.